Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce mardi 23 janvier 2024. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux politiques étrangères de l'Égypte. Et on va commencer par un premier reportage qui concerne le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue russe, Vladimir Poutine, qui ont donné aujourd'hui le coup d'envoi au coulage du béton du quatrième réacteur de la centrale nucléaire d'Al-Dabra, construite par l'entreprise russe Rosatom, située suite à un accord signé en 2015 entre les deux pays. Le bétonnage du quatrième bloc marque la fin de la période préparatoire et le passage à l'étape principale de la construction de toutes les unités de la centrale. Un commentaire. Se trouve à environ 300 km au nord-ouest du Caire, sur le littoral méditerranéen. Son installation comprend 4 réacteurs de conception russe qui répondent aux exigences internationales les plus élevées en matière d'efficacité et de sûreté nucléaire. La centrale comprend 4 réacteurs d'une capacité de 1,2 GW chacun. La capacité électrique totale de la centrale de Dabra sera de près de 4,8 GW. Il s'agit du premier grand projet de l'agence nucléaire russe Rosatom en Afrique. Durant tout le cycle de vie de la centrale, soit 60 ans, la société fournira du combustible nucléaire et doit assurer la formation du personnel et la maintenance durant les 10 ans suivant le lancement de chaque réacteur. En une courte période, soit seulement 14 mois, le site de la centrale de Dabra a connu 5 étapes majeures de la mise en œuvre du projet. La construction des 2 premiers réacteurs a débuté en 2022 et la construction du troisième a eu lieu en 2023. L'Égypte prévoit que la centrale nucléaire sera complètement opérationnelle d'ici 2030. Le projet de la centrale nucléaire de Dabra, d'une puissance de 4800 MW, fournira près de 7% de la demande d'électricité du pays lorsqu'il sera achevé, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'autorité nucléaire égyptienne, Amjad El-Wakil. En août dernier, l'autorité égyptienne de régulation nucléaire et radiologie avait approuvé l'établissement de la 4e et dernière unité de la centrale nucléaire de Dabra d'une capacité unitaire de 1200 MW. Selon les responsables égyptiens, cette centrale nucléaire permettra de réduire fortement les émissions de CO2. Elle va réduire les émissions de dioxyde de carbone de 14 millions de tonnes par an une fois qu'elle tournera à pleine capacité. Ceci s'explique par le fait qu'un kilogramme d'uranium enrichi de 4% peut offrir une énergie équivalente à celle de 100 tonnes de charbon de haute qualité ou de 60 tonnes de combustible fossile. Rappelons que c'est l'entreprise russe Rosatom qui conduit la réalisation de cet important projet dont le coût est estimé à 26 milliards de dollars. Avec lui, l'Égypte sera le second pays africain à se doter d'une centrale nucléaire de production d'électricité après l'Afrique du Sud. Et pour développer plus sur ce sujet, nous avons en ligne Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz, ancien sous-secrétaire général aux Nations Unies. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, madame. Alors, Monsieur l'ambassadeur, on voudrait parler de l'importance stratégique de cette centrale nucléaire de Al-Dabra. Eh bien, madame, je ne dirais pas importance stratégique, puisque ce n'est pas une arme, c'est au contraire une utilisation pacifique de l'énergie nucléaire aux fins de développement de l'Égypte. Donc, bien sûr, c'est un aspect stratégique, oui, ça me revient à l'esprit, dans le domaine du développement économique, ce qui permettra sûrement l'augmentation de la production
d'électricité en faveur de l'industrie, éventuellement de l'agriculture et d'autres domaines hein, en Égypte. Voilà son importance. C'est une étape, je le répète, très très importante qui aurait dû être prise il y a de longues années. Mais voilà, enfin, nous voyons les débuts de l'exécution sur le terrain de ce projet de première importance, qui est le premier projet de ce genre en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, Monsieur l'ambassadeur, comment l'économie profitera-t-elle de cette centrale nucléaire? Bien, il est notoire que l'énergie produite par les centrales nucléaires est une énergie qui coûte beaucoup moins que les autres types d'énergie. Et que l'Égypte, dans sa lancée actuelle pour le développement de nouvelles sources d'énergie, envisage le nucléaire d'une part, envisage d'autres types d'énergie, l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'énergie traditionnelle sur un plan qui va s'étendre jusqu'à 1930. Je pense que cette centrale commencera à produire de l'énergie en 2028, je pense. Voilà, donc ça sera une diversification des sources d'énergie à des prix raisonnables qui profitera, comme je dis, au développement de l'industrie et aux besoins de la population. Et pour la coopération entre l'Égypte et la Russie, quels sont les domaines, à part l'armement, qui sont des domaines d'excellence de coopération entre la Russie et l'Égypte? Vous savez, on parle beaucoup plus d'armement parce que, voilà, c'est très important dans la région du Moyen-Orient. Mais la coopération russe et égyptienne s'étend pour la première fois avec le haut barrage d'Assouan, qui était un projet de développement qui n'était pas du tout un projet militaire et qui dépasse, à mon avis, certains aspects militaires. Il y a actuellement des projets très importants dans la modernisation des chemins de fer. N'oubliez pas que l'Égypte a été le deuxième pays au monde à introduire les chemins de fer. La situation actuelle n'est pas bonne du tout. Les efforts de l'État se font ressentir pour le renouvellement de ce réseau très, très, très important. Et je pense qu'il y a une usine russe égyptienne qui s'est installée pour la production de wagons et éventuellement l'assemblage de locomotives. C'est un exemple, Mais il y a divers domaines. Il y a toute une zone économique exclusive près du canal de Suez et à l'est de Port Saïd pour les industries, pour des investissements en industrie de la part de la fédération russe, ce qui devrait arriver bientôt. Je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet, mais apparemment il y a des projets sérieux qui sont à l'étude, éventuellement pour la production d'automobiles et bien d'autres aspects. Monsieur l'ambassadeur, on ne peut pas parler de ces deux pays, la Russie et l'Égypte, sans fermer les yeux sur le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine et la guerre d'Israël contre Gaza. Donc, quelle est la position des deux pays et ce qu'il y a de nouveau sur l'horizon pour les deux pays concernant ces deux conflits? D'abord, laissez-moi vous remercier pour m'avoir ouvert cette porte que je voulais vraiment aborder. Donc, c'est très aimable de votre part. Regardez, moi, j'ai eu une position très ferme et très claire à ce sujet-là. C'est que l'Égypte a toujours maintenu l'idée, mais cette idée devrait être poursuivie avec beaucoup plus d'efforts pour la création au Moyen-Orient d'une zone exempte d'armes nucléaires, et si possible même de création d'une zone exempte d'armes
de destruction massive. Mhm. Et la soumission, l'Égypte s'est soumise aux conditions de safeguard de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui est à Vienne, dans ce sujet. Sinon, elle n'aurait pas été autorisée à construire cette centrale. Mais Israël refuse totalement de soumettre ces installations aux inspections de l'Agence de l'énergie atomique. L'Égypte l'a accepté, tous les pays, je pense, tous les pays de la région l'ont accepté. Israël qui maintient le flou à ce sujet. Nous savons que même si Israël n'avait pas, que j'en doute, d'armes nucléaires actuellement, elle serait capable d'en produire dans quelques semaines, dans quelques mois, puisqu'ils en possèdent la technologie qu'ils ont pu se procurer à partir de la France pendant la guerre d'Algérie et à partir des États-Unis et d'autres puissances occidentales. Bon, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que ça veut dire Israël refuse? Je veux dire, même si Israël refuse, où sont les sanctions mondialement parlant? Est-ce que c'est normal de refuser? C'est pas normal de refuser, mais aussi ça fait partie des aspects pratiques et pragmatiques, c'est-à-dire pour envoyer des équipes d'inspecteurs, par exemple en Iran actuellement, ce n'est pas toujours facile, il y a parfois des difficultés. Israël refuserait, elle a toujours refusé d'ailleurs dans d'autres domaines, l'entrée de responsables, de hauts responsables dans le domaine des droits de l'homme, par exemple, pour respecter la situation dans les prisons israéliennes et dans les villages palestiniens. Donc il y a la question entre la théorie et puis qui devrait s'imposer et entre bien sûr les prérogatives d'un pays récalcitrant et qui refuse de se soumettre au droit international applicable à tous les autres pays sans exception. Fort de l'appui qu'Israël reçoit, bien entendu, des États-Unis. Ben, justement, concernant le refus d'Israël de se soumettre aux lois internationales, et ceci est très clair, d'après les crimes contre l'humanité qu'Israël commet à Gaza, jusqu'à quand Israël va demeurer impuni? Jusqu'au jour où les États occidentaux prendront la raison d'être justes et équitables envers tous les pays de la région et prendront les mesures qu'il faut pour imposer des sanctions ou des menaces au moins de sanctions d'approvisionnement en militaire, en équipement militaire, en munitions. N'oubliez pas que les bombes qui tombent sur Gaza et sur la population civile sont toutes fabriquées aux États-Unis, en France, en Allemagne et en Angleterre. Donc, et tout l'armement, presque tout l'armement, je dirais pas tout, mais presque tout l'armement, Israël produit beaucoup d'armes. Donc, là est la question, est-ce qu'il y a un déclin? Je vous le conviens, vous le dites pas, mais vous l'insinuez entre les lignes, il y a un déclin de l'autorité du droit international aujourd'hui qui est totalement ignoré, non seulement par Israël, mais par Israël et les pays qui la soutiennent. Il y a deux poids et deux mesures claires, c'est clair et net, et je ne prends pas le parti des Palestiniens ou d'autres, je le prends souvent aussi, parce que c'est la population la plus démunie, c'est la population la plus vulnérable dans cette situation et qui a droit à la protection internationale. Bon, est-ce que cela est la cause directe du soutien des États-Unis à Israël? Non, la cause directe du soutien d'Israël, c'est que Israël est un porte-avions terrestre pour les ambitions et l'hégémonie américaine sur la région et sur le pétrole et les richesses de la région pour la soumettre. C'est des messages très clairs. On soutient Israël à fond. Et si un pays récalcitrant, par exemple, ou un chef d'État récalcitrant comme Saddam Hussein ou comme Kadhafi, vous savez ce qui s'est passé. Voilà, alors c'est un peu la loi de la jungle que les États-Unis imposent à la région pour imposer leur hégémonie et tirer le maximum de profit de cette hégémonie et de la puissance éventuelle du dollar.
qui Mhm. s'affaiblit d'ailleurs partout dans le monde. Oui, Excepté ici. Monsieur l'ambassadeur, tout le monde se demande à quoi va aboutir ce massacre humanitaire qui se passe depuis 3 mois maintenant à Gaza. Et il va aboutir au moment où Israël en a assez, si des pressions sérieuses sont exercées. Mais les pressions actuelles, à mon humble avis, sont des pressions du bout des lèvres, ne sont pas sérieuses. De vraies pressions sérieuses seraient des sanctions, comme les sanctions imposées à l'Iran, comme les sanctions imposées à la Russie. Je ne prends pas la partie de la Russie du tout, non, ni de l'Iran d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que les choses iront mieux. Mais tant que cela n'arrive pas, et tant que les pays arabes n'arrivent pas à obtenir ça de leurs alliés occidentaux, comme l'arme du pétrole, etc., Israël continuera. L'Israël devient pratiquement un État voyou dans la région, ou même l'est devenu depuis un certain moment, depuis certaines années. Donc la solution à 2 États est une solution qui n'est pas, qui verra pas le jour prochainement, si l'on veut dire. Absolument, absolument, absolument. Il y aurait la solution d'un seul grand État, qu'on appellerait Jérusalem, qu'on appellerait quoi, n'importe quoi, et qui comprendrait les deux communautés, mais Israël n'accepterait jamais. Israël est pratiquement le seul État du monde fondé simplement sur une idéologie religieuse et politique maintenue dans la Torah. La Torah le dit bien, que le grand Israël va du fleuve d'Égypte à l'Euphrate. Donc le fleuve d'Égypte, c'est bien le Nil. Ils considèrent que c'est leur pays parce qu'éventuellement, je n'ai même pas sûr qu'ils ont vécu en Égypte. Moi, je ne crois pas personnellement, même pas, je ne veux pas blasphémer, mais je ne crois même pas du tout à l'histoire de l'Exode et tout cela, parce qu'il n'y a aucun monument, aucun manuscrit qui démontre qu'il y aurait eu un exode de Juifs d'Égypte. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vécu ici, qu'ils l'ont. Il y a des Juifs qui ont vécu simplement comme des citoyens égaux à tout le monde dans la région. Et il n'était absolument pas nécessaire d'en arriver là en 1947 et 1948, quoi, et même avant. Mais est-ce que vous pensez que cette dégradation de la situation est liée à la présence de Benjamin Netanyahou à la tête du gouvernement israélien? Parce qu'il y a quelques années, avec Rabin, on était proche d'un accord. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. On aime bien le dire, tout le temps. Si vous voyez aujourd'hui le pourcentage d'Israéliens qui sont pour la paix, pour un cessez-le-feu immédiat, et d'après les statistiques que je viens de lire, sont de 1,8%. Donc moins de 2% de la population n'appuie pas, disons, moins de 2% de la population appuie le principe d'un cessez-le-feu. Seulement 2%, moins que 2%. Non, la population israélienne vient largement de l'ex-Union soviétique, de la Pologne, etc., de la France, de pays. Et là, ils ont l'idée divine, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, oui, ça vient pour des raisons religieuses et toratiques, du peuple élu et de la terre promise, et la chanson qui date depuis une 50 d'années ou pas plus, l'année prochaine à Jérusalem. Voilà l'idée, mais tous derrière cela, c'est des intérêts stratégiques et économiques du monde occidental qui a intérêt à avoir un État qui applique exactement leur hégémonie et leur puissance dans la région pour affaiblir les États du Moyen-Orient, quoi. Donc on s'attend à aucun progrès concernant la situation, à part la continuation de ces massacres et de ces crimes contre l'humanité. L'idée de 2 États, elle est très simplifiée parce qu'elle avait été examinée il y a 17 ans à Oslo, hein, et l'idée qui était en cours, c'est d'avoir Israël, 5e puissance militaire du monde, face à un État palestinien absolument désarmé, où l'armée et la police israélienne auraient le droit d'aller patrouiller dans les territoires palestiniens. Ça serait une sorte je dirais, d'enclave sans les attributs réels d'un vrai pays, d'un vrai État.
qui auraient le droit de se défendre au même pied d'égalité. Il faut trouver les moyens de sécuriser les Palestiniens. Aujourd'hui, la sécurité d'Israël n'est plus approuvée. Elle se sécurise elle-même. Bien sûr qu'il y a eu le 7 octobre. Le 7 octobre, le secrétaire général des Nations Unies l'a bien dit. Hein, on ne peut pas l'isoler de 75 ans d'oppression continue et plus que 75 ans, parce que ça ne date pas depuis 48, ça date depuis les années 30, depuis la Shoah, depuis les persécutions des Juifs en Europe, qui ont fui comme réfugiés et très bien accueillis dans la région du Moyen-Orient, que ce soit en Égypte, en Irak et autres. Il y avait, oui, quelques Juifs qui vivaient, il n'y a aucun problème, que les Juifs vivent comme des citoyens à part entière, comme tout le monde, comme vous et moi. Je n'ai aucune objection à cela. C'est tout à fait normal d'avoir des pays avec des confessions différentes et des communautés même ethniques et raciales différentes. Ça ne pose pas de problème. Il y a d'énormes exemples dans le monde où ça marche très bien. Ça marche très bien si tous les citoyens sont traités de la même manière, les mêmes obligations et les mêmes droits, ce qui n'est pas le cas du tout dans un État qui est un État de l'apartheid. Tout à fait. On verra à quoi va tourner cette situation. Il ne faut pas être pessimiste, il faut toujours essayer, il faut continuer. Vous savez, la liberté des peuples ne s'obtient pas du jour au lendemain, elle s'obtient grâce à d'énormes sacrifices que le peuple palestinien paye énormément, beaucoup plus que n'importe quel. L'Afrique du Sud a obtenu la fin de l'apartheid et l'arrivée de la population du pays au pouvoir après des dizaines et des dizaines d'années. L'exemple de l'Algérie est présent. L'Algérie était devenue un département français, ce n'était même pas une colonie, un département français. Il y a eu une longue guerre où les Algériens ont beaucoup souffert, hein, et l'Algérie est devenue indépendante après environ 1 million de martyrs, 1 million de shahids. Hein, et le Vietnam les Viet Cong étaient considérés comme une organisation terroriste. Et ils ont bien acquis leur indépendance à force de sacrifices. En Israël, 3 organisations étaient considérées officiellement, et je souligne officiellement, par les Britanniques comme des organisations terroristes, l'Irgun, la Haganah, et la troisième ne vient pas maintenant à l'esprit, hein, mais étaient considérées terroristes. Le jour où Israël est devenu un État, c'est devenu des militants pour la liberté. Cela ne veut pas dire que j'encourage la violence, mais je dis que la violence entraîne la violence et que les peuples doivent vivre libres. Les gens sont nés égaux et vont mourir égaux, tout le monde, moi le premier. Hein, et je ne pense pas que le bon Dieu a une préférence pour une population par rapport à une autre. Espérons, Monsieur l'ambassadeur, que les Palestiniens vont voir un jour leurs droits restitués. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.